Il y a 80 000 milliards de dollars de pétrole sous le sol canadien. Trump le sait. Carney le sait. Et pourtant, c'est Washington qui a claqué la porte en premier. Aujourd'hui, nous vous montrons comment la politique commerciale la plus agressive de l'histoire moderne américaine est en train de produire exactement le résultat qu'elle voulait éviter. Comment un banquier central froid comme le granit est en train de réécrire l'architecture économique d'un continent. Et pourquoi juillet 2026 n'est pas une date de négociation, c'est une date d'exécution. Mais avant de plonger dans cette histoire, si vous appréciez des analyses approfondies comme celle-ci, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rester informé sur les sujets qui comptent vraiment. Commençons par ce que personne ne regarde. Pas les tarifs, pas les discours, les tuyaux. Il existe entre Fort McMurray en Alberta et les raffineries de l'Ohio, du Michigan et de la Louisiane un réseau de pipelines qui transporte chaque jour 4,3 millions de barils de pétrole brut lourd canadien vers le sol américain. Ce n'est pas du commerce, c'est une transfusion sanguine. Retirer ce pétrole du circuit américain ne prendrait pas des mois. Les effets commenceraient en jours, parce que les raffineries américaines du Midwest et du Golfe ne sont pas construites pour traiter n'importe quel pétrole. Elles ont été conçues physiquement, chimiquement, pour traiter le pétrole lourd de l'Alberta. Remplacer ce flux par du pétrole léger américain est techniquement impossible à court terme. Cela nécessite des années de reconversion industrielle et des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Trump a imposé une surtaxe de 10% sur l'énergie canadienne en janvier 2025. Ce faisant, il a taxé ses propres raffineries. Il a augmenté ses propres coûts de production. Il a compressé les marges de ses propres industriels dans ses propres états pivotes. Selon l'analyse de l'American Fuel and Petrochemical Manufacturers, publiée en février 2025, chaque dollar de tarif imposé sur le pétrole brut canadien se répercute directement en 0,008 à 0,012 dollars par gallon d'essence à la pompe pour les consommateurs américains. 340 millions d'Américains paient aujourd'hui pour protéger une industrie qui n'avait pas besoin d'être protégée de son fournisseur le plus fiable depuis 40 ans. C'est l'ironie centrale de toute cette histoire. La décision de punir le Canada énergétiquement n'a pas fragilisé Ottawa. Elle a accéléré une décision qui mijotait depuis des années à Calgary, à Edmonton et dans les couloirs du gouvernement Carney. Si Washington traite le pétrole canadien comme un levier commercial, alors le Canada va construire les infrastructures pour envoyer ce pétrole ailleurs. L'expansion du pipeline Trans Mountain, achevée en mai 2024, a triplé la capacité d'exportation de brut canadien vers la côte Pacifique. 3 fois, vers l'Asie, vers le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Trump a lui-même, sans le vouloir, financé politiquement cette décision. Chaque menace tarifaire a rendu l'argument de diversification irréfutable aux yeux de l'électorat canadien. Carney n'a pas eu besoin de convaincre. Trump a convaincu à sa place. Prenez une minute pour absorber ça, parce que c'est le schéma qui se répète sur chaque front. Voici ce que l'industrie automobile ne dit pas assez fort. Pas encore. Une voiture assemblée à Windsor, en Ontario, n'est pas une voiture canadienne. Elle est nord-américaine par construction. Les pièces traversent la frontière canado-américaine en moyenne 7 fois avant l'assemblage final. Moteur fabriqué à Toledo, Ohio. Transmission usinée à Oshawa, Ontario. Systèmes électroniques de Détroit réassemblés à Ingersoll. Les deux économies ne sont pas connectées. Elles sont fusionnées. Les séparer n'est pas une décision commerciale. C'est une amputation chirurgicale pratiquée sans anesthésie et sans garantie de survie du patient. Selon les données publiées par l'Association canadienne des constructeurs de véhicules en décembre 2025, la production automobile canadienne a reculé de 5,4% en 2025 par rapport à 2024. Mais voici ce que ce chiffre ne dit pas. Pour chaque emploi perdu au Canada dans ce secteur, une étude du Center for Automotive Research d'Ann Arbor estime qu'entre 0,7 et 1,2 emplois américains est affecté dans la chaîne d'approvisionnement. Ce ne sont pas des projections abstraites, ce sont les calculs que les directeurs de ressources humaines de Ford, General Motors et Stellantis envoient discrètement à leur relais au Congrès depuis l'automne 2025. Les sénateurs républicains du Michigan, de l'Ohio et de l'Indiana les ont reçus. Ils les ont lus. Certains ont commencé à parler.
Il y a une dimension que les journaux n'explorent pas suffisamment. Elle concerne non pas l'économie, mais la géographie de la douleur. Les victimes de cette guerre commerciale ne vivent pas à Ottawa ou à Washington. Elles vivent à Flint, Michigan, à Lordstown, Ohio, à Kokomo, Indiana. Ce sont des ouvriers qui ont voté pour Trump en 2016, en 2020 et en 2024, précisément parce qu'il promettait de protéger leur emploi. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes usines qui tournent au ralenti. Ce sont ces mêmes familles qui verront leur prochain contrat de travail ne pas être renouvelé. Selon les projections du Bureau of Labor Statistics américain, si le taux actuel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement automobile se maintient jusqu'en juillet 2026, entre 38 000 et 52 000 emplois dans le secteur manufacturier américain seront affectés directement ou indirectement, 38 000 à 52 000, dans des États qui dessinent des élections présidentielles à 80 000 voix près. Ce n'est pas de la géopolitique, c'est de l'arithmétique électorale. Et quelqu'un dans l'entourage de Trump la calcule. Revenons à l'accord lui-même. L'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, a été signé le 30 novembre 2018. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Il contient une clause de révision obligatoire au 1er juillet 2026. Cette clause n'est pas une formalité administrative. Elle est le mécanisme par lequel n'importe laquelle des trois parties peut déclencher une renégociation complète ou, plus grave, annoncer son retrait avec un préavis de 6 mois. 6 mois, c'est le délai légal minimum entre la décision de quitter et le chaos commercial total. Jamieson Greer, représentant américain au commerce, a déclaré publiquement à Politico en janvier 2026 que les États-Unis étaient prêts à abandonner l'ACEUM s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils appellent des réformes structurelles. Il a cité 3 demandes centrales. Premièrement, l'élimination des taxes canadiennes sur les services numériques, des taxes qui rapportent environ 800 millions de dollars canadiens par an et qui ciblent directement les géants technologiques américains. Deuxièmement, l'alignement de la politique canadienne de filtrage des investissements étrangers sur les priorités américaines, ce qui signifie concrètement que Washington veut un droit de regard indirect sur les décisions d'investissement souverain d'un pays étranger. Troisièmement, de nouvelles pénalités pour ce que Greer appelle la délocalisation de la production américaine vers le Canada ou le Mexique, une définition si large qu'elle pourrait s'appliquer à n'importe quelle décision d'implantation industrielle en Amérique du Nord. Ce que Greer décrit n'est pas une réforme de l'accord, c'est un vassalage économique. Carney l'a dit autrement, mais le sens était identique. En mars 2025, lors de sa rencontre avec Trump à la Maison-Blanche, Carney a prononcé une phrase que les chancelleries du monde entier ont relevée. Il a dit « Le Canada n'est pas à vendre, pas maintenant, pas jamais ». Trump a répondu dans ce qui ressemble à un aveu malgré lui « Je suis probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée ». Il n'avait pas tort. Carney a construit sa majorité électorale sur le dos des menaces américaines. Chaque communiqué agressif de Washington a ajouté des points dans les sondages d'Ottawa. Trump a créé l'adversaire qu'il affronte maintenant. Il a fabriqué sa propre résistance. Parlons de ce que Carney construit pendant que les journalistes regardent les tweets. Entre janvier et décembre 2025, les exportations canadiennes vers les marchés non américains ont augmenté de 17,2%. Dans le même temps, les exportations vers les États-Unis ont reculé de 5,8%. La part américaine dans le total des exportations canadiennes de marchandises est tombée à 71,7%. C'est le niveau le plus bas depuis le début des années 1980, avant même que le premier accord de libre-échange canado-américain existe. Le Canada exporte aujourd'hui proportionnellement moins vers les États-Unis qu'il ne le faisait avant que les deux pays signent leur premier traité commercial. Absorbez cette phrase. Elle dit tout sur la direction que prend le continent. En décembre 2025 seul, les exportations canadiennes vers les marchés hors USA ont atteint 21 milliards de dollars canadiens, une hausse de 30% sur 12 mois. Ce n'est pas une tendance, c'est une réorientation stratégique en cours d'exécution. Voici les pièces que Carney a placées sur l'échiquier pendant que Trump parlait. Un accord de défense avec l'Union européenne dans le cadre du programme SAFE qui autorise le Canada à soumissionner sur les contrats d'armement européens, une valeur potentielle estimée entre 2 et 4 milliards d'euros sur 10 ans. Un accord de sécurité sur les minéraux critiques signé avec l'Allemagne et la Corée du Sud en octobre 2025.
Le Canada détient les troisièmes réserves mondiales de lithium, les premières réserves mondiales de potasse et des gisements significatifs de terres rares dans les territoires du Nord-Ouest. Ces matières premières sont le cœur de la transition énergétique mondiale. Elles ne sont pas remplaçables à court terme et elles ne seront plus automatiquement acheminées vers les usines américaines si Washington continue de traiter Ottawa comme un État vassalisé. Des contrats d'énergie à long terme avec le Japon, de nouvelles négociations commerciales avec l'Inde dans le cadre du partenariat pour la croissance. Une ouverture vers les marchés d'Asie du Sud-Est via l'AECG élargie. Ce n'est pas une trahison de l'alliance nord-américaine, c'est de la gestion des risques. Carney ne construit pas des alternatives pour punir Washington. Il les construit pour se protéger de l'imprévisibilité de Washington. La différence est fondamentale et Trump refuse de la comprendre. Voici la vraie raison derrière tout cela, la couche que personne ne nomme directement. Cette guerre commerciale n'est pas une dispute sur les tarifs, elle est le symptôme visible d'un recalibrage de puissance plus profond. Depuis 1945, les États-Unis ont été l'encre de l'ordre économique mondial, l'architecte des règles, le garant de leur application. Pas par altruisme, par intérêt, parce que cet ordre leur permettait de projeter leur puissance, de financer leurs dettes à taux préférentiels et de maintenir le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Trump ne comprend pas cette architecture. Il la voit comme un cadeau que l'Amérique fait au reste du monde. Il veut récupérer le cadeau. Ce faisant, il retire la colle qui maintient l'édifice debout. Chaque allié qui observe les menaces contre le Canada reçoit le même message. Les engagements américains sont conditionnels. Les alliances ne durent que tant qu'elles servent Washington. Ce message est enregistré à Tokyo, à Séoul, à Berlin, à New Delhi. Et tous construisent en ce moment des routes commerciales qui contournent l'imprévisibilité américaine. Ce n'est pas anti-américanisme, c'est une réponse rationnelle à un risque systémique. La crédibilité d'une puissance se construit en décennies. Elle se perd en mois. Il y a 3 scénarios possibles pour juillet 2026. Le premier est l'accord de façade. La douleur économique dans les États industriels du Midwest devient politiquement insupportable pour le camp républicain avant l'été. Les lobbyistes de Detroit, de Houston et d'Indianapolis font suffisamment de bruit. Un accord minimaliste est trouvé. Chaque camp le présente comme une victoire. L'ACEM survit, remodelé mais debout. Ce scénario est possible. Sa condition que la douleur économique réelle soit suffisamment visible avant juillet pour modifier le calcul politique à Washington. Le second est la spirale contrôlée. Aucun accord n'est conclu avant la date limite. Trump impose de nouveaux tarifs de remplacement après l'annulation judiciaire des précédents. Carney répond par des contre-mesures chirurgicales ciblant les États politiquement sensibles. Bourbon du Kentucky, Motos Harley-Davidson du Wisconsin, jus d'orange de Floride, produits laitiers de l'Iowa, des produits iconiques dans des États clés. Les deux économies encaissent les coûts. Les entreprises s'adaptent. Le commerce se réoriente. L'intégration nord-américaine recule de 20 ans en 18 mois. Le troisième est la rupture irréversible. Trump active la clause de retrait, 6 mois de préavis. Le compte à rebours commence. Les marchés réagissent immédiatement. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent en urgence. Les entreprises prennent des décisions d'implantation définitives. Certaines partent vers le Canada pour rester dans la zone de libre-échange continentale sans États-Unis. D'autres rentrent en Amérique. Mais beaucoup choisissent un troisième pays entièrement. Le Mexique gagne. L'Asie du Sud-Est gagne. L'Amérique du Nord perd sa cohérence industrielle pour une génération. Nous sommes entre le premier et le deuxième scénario. Le troisième reste peu probable. Mais il était impossible il y a 18 mois. Voici ce que juillet 2026 va révéler sur la nature du pouvoir américain au XXIe siècle. Soit Trump reconnaît que le levier fonctionne dans les deux sens et qu'une entente préserve mieux les intérêts de ses propres électeurs qu'une rupture. Soit il prouve que sa vision du commerce comme jeu à somme nulle est plus forte que les signaux économiques, aussi brutaux soient-ils. Si la première option l'emporte, l'ACEM survit et Carney sera reconnu comme l'homme qui a forcé une renégociation en position de force en refusant de plier. Si la seconde option l'emporte, le Canada aura déjà construit suffisamment d'alternatives pour absorber le choc mieux que l'économie américaine. Parce que Carney a préparé les deux issues. Trump n'en a préparé qu'une. Carney a dit une phrase il y a quelques mois que les historiens retiendront. On ne peut pas tarifer la gravité. On ne peut pas sanctionner la géographie. Ce n'est pas de la poésie.
c'est une description physique de la réalité nord-américaine. Deux économies séparées par 8 891 km de frontières communes, partageant les mêmes bassins hydrologiques, les mêmes couloirs d'énergie, les mêmes chaînes de production depuis 4 décennies, on ne sépare pas ça par décret. On peut l'endommager, on peut le coûter, on peut retarder sa reconstruction de 20 ans. Mais on ne peut pas le supprimer par volonté politique unilatérale. C'est la leçon que Washington refuse d'apprendre. Et chaque menace qu'il formule oblige Ottawa à investir davantage dans les infrastructures qui réduisent sa dépendance au bon vouloir américain. L'ACUM en juillet 2026 sera soit la preuve que les institutions tiennent quand la douleur est suffisamment partagée, soit la preuve qu'elles cèdent quand un acteur décide que sa vision à court terme prime sur la réalité à long terme. Dans les deux cas, le Canada que Trump cherchait à discipliner sera sorti de cette période plus diversifié, plus souverain et moins dépendant qu'il ne l'était le jour où Trump a pris ses fonctions. C'est la définition d'un pari perdu, même en cas de victoire apparente.